Fidèles téléspectateurs de l'émission Vie chrétienne, j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. En tout cas, c'était le cas pour nous. Sur ce plateau, nous recevons pour vous un homme aux multiples casquettes. Il est pasteur visionnaire de l'église Cité Rama, conférencier, écrivain et à son actif plusieurs ouvrages. Il est doctorant en politique internationale et surtout homme d'affaires. Il s'agit de pasteur Silas Mimile Makangu. Pasteur Silas Mimile Makangu, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup, Madame la DGA. Nous sommes très heureux d'être sur votre plateau. Pasteur Silas Mimile Makangu, vous êtes pasteur visionnaire de l'église Cité Rama. Comment se porte votre église? L'église se porte à merveille. Nous sommes très heureux de diriger cette très belle église et bonne église. Belle et bonne par la qualité des personnes qui la composent, mais aussi par la qualité de la nourriture que Dieu donne à son peuple via nous, ou bien encore en passant par les autres collaborateurs que Dieu a mis à nos côtés. Par les collaborateurs, je le retiens, mais ce ne sera pas ça l'objet de notre émission. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à votre autre casquette, donc écrivain. Vous êtes écrivain. D'ici là, vous allez larguer sur le marché un nouvel ouvrage. Il s'agit des Bâtisseurs de Nations. D'où est venue l'inspiration? Bâtisseurs des Nations, l'émergence d'un leadership collectif, c'est un des plus beaux livres que vous n'ayez jamais lu, madame. Et l'idée, pour la petite histoire, nous est venue lors d'un séjour en Inde. Nous sommes en 2015, fin 2015, début 2016, nous sommes allés en Inde pour animer une conférence sur le leadership avec toute la communauté estudiantine de la ville de Bangalore. Bangalore, c'est la ville où se concentre le plus grand nombre d'étudiants africains. Nous sommes allés pour animer une conférence et les réalités que nous avons vues dans cette grande nation émergente qui est l'Inde, peuplée avec plus d'1 milliard d'habitants, nous avons commencé à scruter de près pour voir quel était le secret, la recette qui a fait à ce que l'Inde, mais aussi beaucoup d'autres nations, sortent en si peu de temps de la précarité, de la pauvreté, pour devenir de puissances émergentes. Et c'est là dans tous les aspects, l'aspect politique, social, culturel, spirituel et même moral. Nous nous sommes mis à réfléchir et nous avons conclu que le grand travail n'a pas été abattu par les milliards de personnes qui composent la population indienne, mais par une infime minorité. C'est une infime minorité que j'appelle dans ces livres l'élite. Voyez-vous? Donc dans ces livres, nous voulons simplement faire voir au lecteur le travail qu'incombe, la responsabilité que l'élite a lorsqu'il faut faire partir sa communauté de la précarité vers la prospérité, de la pauvreté vers le développement. C'est vrai, une nation ne se développe pas parce qu'elle a autant d'habitants, mais parce qu'elle a une élite responsable, une élite consciente et consciencieuse. Et dans cet ouvrage, ce que nous appelons bâtisseurs des nations, c'est cette catégorie d'hommes et de femmes qui sont illuminés, qui sont épris de bon sens et de bon vouloir. Ce sont ces hommes et ces femmes qui décident par les savoirs, par leurs compétences, par leurs aptitudes, par leur expérience, de mettre ensemble, composer une sorte de synergie, mettre ensemble leurs savoirs, leurs intelligences, leur énergie, pour constituer un élément fédérateur qui va faire à ce que la communauté tout entière quitte le point A vers le point B. En parcourant votre livre, moi je suis de nature très curieuse. Alors en parcourant votre livre, j'étais un peu, je sais pas, ça m'a beaucoup intriguée de voir que vous commencez votre livre avec le premier chapitre. Vous consacrez plutôt le premier chapitre de votre livre sur le tribalisme. Oui. Tribalisme et patriotisme. Oui. Pourquoi ces deux termes? Lorsqu'on regarde notre société aujourd'hui telle qu'elle vit et elle se vit, nous nous rendons compte que si dans 10 ans ce pays, le Congo, est encore à genoux, pas seulement le Congo mais aussi beaucoup d'autres pays africains restent à genoux, ça ne sera pas à cause d'une incursion étrangère, moins encore à cause d'une guerre mondiale, c'est parce que des antivaleurs comme celle-ci n'ont pas été éradiquées plus tôt. La tribu n'est pas une antivaleur. La tribu est un don divin. Aucun de nous ne choisit quelle sera sa tribu. C'est Dieu qui nous impose nos tribus. Mais lorsque l'on fait de la tribu
une plateforme pour exclure les autres, eh bien, nous tombons dans le tribalisme. Et le tribalisme est un facteur de sous-développement. Voilà pourquoi, dans le tout premier chapitre, nous invitons les lecteurs, et nous, Congolais en particulier, de faire ce voyage, cette immigration, partir du tribalisme vers le patriotisme. Aucune nation ne peut se construire lorsque le tribalisme devient le refrain, tant sur le plan politique et sur le plan sociétal. Le tribalisme est une antivaleur, c'est une tare. Il faudrait faire taire le tribalisme et laisser place au patriotisme. Et cela, nous l'avons dit dans cet ouvrage, que la tribu est un don de Dieu. Mais la mentalité de vouloir tout ramener et tout limiter à sa tribu constitue un frein au développement auquel nous aspirons tous. Vous l'avez même dit, la tribu en elle-même n'est ni un vice ni une tare. C'est le tribalisme qui constitue un problème. Mais avec une société comme la nôtre, où on sent très bien qu'il y a vraiment cette histoire de des clivages tribaux, on sent très bien que des fois on arrive simplement à avoir un travail parce qu'on est de telle ou de telle autre tribu. Est-ce que vous pensez que ce livre peut également être un coup de poing au cerveau pour que les gens essaient un peu de voir les choses de manière différente? Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer, madame, combien de compétences nous avons mis à la porte simplement parce que ces gens ne parlent pas notre dialecte. Okay. C'est parce que ces gens ne sont pas issus de même tribu ou de même clan que nous. Les compétences doivent prendre le dessus sur le tribalisme. Il n'est pas normal que la tribu devienne un élément à ajouter pour quelqu'un qui a eu un cursus académique normal. C'est-à-dire pour quelqu'un qui a étudié normalement, à la fin, il n'a plus besoin d'être embauché simplement parce qu'il est de telle ou telle autre tribu. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche non pas les gens qui parlent notre dialecte, mais on recherche plutôt ceux qui ont des compétences, qui ont des habiletés, des aptitudes à pouvoir aider la société ou l'entreprise à résoudre les problèmes. Et il n'y a aucune tribu qui, à elle seule, a le monopole du savoir ou de compétences. Les compétences sont partout ailleurs. Nous devons arriver au point où, si nous voulons avoir une nation forte et puissante, une nation qui émerge, qui se fait respecter et qui donne de la dignité à ses habitants, nous devons faire un effort de ne plus conjuguer les choses au ton du tribalisme, mais plutôt aller vers le sens du patriotisme. Nous le voyons dans la Bible. Dieu, par Jacob, il conçoit une nation avec 12 tribus, mais toutes les fois qu'il fallait se battre, les 12 tribus sortaient chacune de sa tribu pour se rencontrer autour de la tente d'assignation. Et pour nous, c'est quoi la tente d'assignation? Pour nous, la tente, c'est quoi? C'est notre drapeau. C'est ce carrefour que nous appelons la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit du Congo, on ne devrait pas voir la différence entre un Muluba et un Tetela, ou un Mongo et un Kusu, ou un Muyaka et Muyanti. Voyez-vous, avec un round. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas forts parce que nous sommes de telles tribus. Nous sommes forts lorsque nos tribus parviennent à se rencontrer autour de ces grands carrefours qu'on appelle la République démocratique du Congo. Les enjeux auxquels nous sommes exposés, les problèmes auxquels nous faisons face, s'élèvent au-dessus de nos tribus. Cela demande à ce que nous soyons capables, que la tribu X fasse appel à une intelligence qui est de la tribu Y ou Z, simplement parce qu'il n'y a que cette intelligence-là qui va résoudre les problèmes auxquels nous sommes tous, en tant que communauté, confrontés. L'autre belle citation de votre livre, c'est celle-ci. Le patriotisme et l'amour naturel du lieu où nous sommes nés, avons grandi, l'amour des endroits et des choses, des spectacles, des odeurs et de son familier. Par cette déclaration, pouvons-nous dire que vous êtes justement également en train de remettre en cause la loi qui a fait beaucoup parler, la loi sur l'exclusion des non-ressortissants de pères et de mères congolais par rapport au poste de la présidence. Est-ce que vous pensez qu'avec cette déclaration, l'exclusion dans le siècle présent n'a plus lieu d'être? Non, je pense qu'avec, n'oubliez pas madame, je suis un thésard. Je suis en train d'élaborer une thèse en politique internationale. Dans 2 ans ou 3 ans, j'aurai mon titre. Sans vouloir entrer dans les fonds politiques, dans l'arrière-plan politique de ces débats, je pense que nous devons faire un effort à ce stade ici de ne pas chercher à exclure les uns comme les autres, mais nous rassurer aussi que ceux qui prétendent être
Congolais ne le sont pas seulement parce qu'ils sont détenteurs d'une carte d'électeur ou d'un passeport, moins encore parce qu'ils sont nés d'un père et d'une mère congolaise, mais aussi parce qu'ils ont la mentalité du patriotisme. Voyez-vous? Parce que le fait d'être père et fils d'un père et d'une mère congolais ne font pas de vous un patriote. C'est cet attachement à la terre de vos ancêtres. Et dans cet ouvrage, nous avons parlé de la patria. Le patriotisme a la même racine que le terme patria, où on tire le mot patriarche. C'est-à-dire, si j'ai un ascendant qui est congolais, j'ai le droit de penser, d'agir, de fonctionner comme Congolais, mais c'est aussi pour moi un devoir, comme je l'ai dit dans cet ouvrage, de me considérer comme un soldat en tenue civile, parce que j'ai dit dans l'ouvrage que chaque citoyen devrait se considérer comme un soldat en tenue civile, prêt à sacrifier sa dernière goutte de sang pour la sauvegarde ou le salut de son territoire, de son histoire. Voyez-vous? Parce qu'on ne peut pas dissocier ce que nous sommes aujourd'hui de ce que notre terre a été hier et de ce que la terre de nos enfants sera demain. Le patriotisme, je l'ai dit ici, il est divin. Il est divin parce que c'est pour nous un devoir à la fois divin, mais aussi un devoir sociétal, citoyen, de montrer combien le Congo n'est pas seulement dans notre sang, mais il doit aussi être dans notre tête, il doit aussi être dans notre cœur. Pour faire partir les choses de la précarité, de la pauvreté vers le développement, il nous faut inculquer dès le bas âge le sens du patriotisme. Le patriotisme, c'est aussi quoi? C'est le respect du bien commun. Puisque vous parlez de ça, il faut inculquer aux enfants dès le bas âge le patriotisme. Donc sans coloration politique, parce qu'aujourd'hui, on confond patriotisme au politisme. On peut être un véritable patriote sans avoir des visées politiques. Justement, vous avez également écrit, c'est à l'école qu'on apprend à travailler en équipe. Oui. Or, notre système scolaire a fait de nous des gens qui se battent pour réussir quand d'autres échouent. Est-ce que vous voulez dire qu'aujourd'hui, tout est à construire finalement? Impérativement, madame, nous devons repenser notre société. Nous devons revisiter nos paradigmes. Nous avons de très mauvais paradigmes qui d'ailleurs avec le temps ont montré leur insuffisance. Nous sommes dans une société où pour réussir, il faut travailler seul. Le Congolais, quand il travaille seul, c'est un champion. Mais quand il faut travailler en équipe, il est incapable. Or, c'est à quoi nous voulons parvenir nécessite une conjugaison, nécessite une synergie, nécessite une orchestration d'efforts, de savoir, de talents, d'expérience et même de volonté. Donc, déjà à l'école, on doit inculquer à nos enfants que la plus belle réussite, c'est celle qui profite aussi aux autres. Or, notre système éducatif a fait à ce que le meilleur doit chercher à être meilleur quand les autres sont médiocres. Est-ce qu'il y a possibilité que nous soyons 5-10 meilleurs? Est-ce qu'il y a possibilité que nous parvenions à réussir seuls comme on le voit avec d'autres peuples? Est-ce que c'est pas utopique penser comme ça? Ce n'est pas utopique parce que cela est une réalité sous d'autres cieux. Vous savez qu'il y a qu'au Congo où quelqu'un, un jeune homme qui finit les études, qui se bat pendant 5 ans en train de vouloir monter une entreprise qui ne tient jamais, simplement parce qu'il est seul. Mais quand vous allez au Sénégal, vous allez au Mali, vous allez ici au Rwanda, vous trouverez que c'est pas si compliqué pour 4 jeunes gens de se mettre ensemble, de réussir, de dire, toi tu amènes ton savoir, moi j'amène le mobilier, celui-ci amène le finance, ainsi de suite, et on commence une entreprise. Vous dites dans votre livre, le leader ne naissent pas leaders, ils le deviennent, et le grand homme ne naissent pas grand, ils le deviennent. Est-ce que c'est justement ce modèle de pensée que vous voulez inculquer au travers de cet ouvrage? Oui, parce que généralement nous avons tendance à croire que ceux qui sont là, ils sont là parce qu'ils devaient être là. Ceux qui réussissent parce que il y a comme une sorte de prédestination, ils devaient réussir. Non. Je pense que il y a possibilité de corriger les inégalités. Dieu n'a pas donné les mêmes potentiels et les mêmes grâces à tout le monde, mais par la discipline, par l'abnégation, par les désirs d'apprendre, par la passion de la lecture, par l'acquisition de nouvelles connaissances, il y a possibilité de pouvoir colmater les brèches et essayer de rembler certains vides pour que nous aussi nous le devenions. Le leadership, je l'ai dit dans cet ouvrage, parce que c'est de ça d'ailleurs qu'il est question, le leadership est une initiation. On apprend à être leader. On apprend à être serviteur des autres. Ce n'est pas toujours inné. On peut avoir des talents innés, mais écoutez, avoir des talents ou avoir des dons innés ne garantissent pas pour vous
que vous serez un bon leader ou un bon conducteur. Vous avez derrière vous l'illustration de ce jeune lion face à son père. Le jeune lion n'est pas lion parce qu'il est né d'un lion. Il devient lion parce que sa mère lionne l'a dressé pour être un lion. C'est ça la différence. C'est-à-dire, on est tous à la maternité, mais c'est pas à la maternité qu'on est des grands hommes. Les grands hommes, on les devient dans son parcours, par l'expérience qu'on a eu à connaître, par les enseignements qu'on a eu à accumuler tout au long de son parcours, par les choses auxquelles on a été exposé, par la discipline qu'on a vécue, mais aussi par la qualité des choix et des décisions qu'on a prises. Donc, on devient leader, on ne l'aimait pas. On devient un grand homme. Et vous allez constater aujourd'hui, nous sommes dans une société où certains grands hommes n'ont pas réussi à produire des fils qui soient à la taille d'un grand nom de leurs parents. Simplement pour dire que la grandeur n'est pas héréditaire. Exactement. La grandeur est une entreprise. La grandeur, c'est quelque chose, c'est un chantier que l'on pense et qu'on exécute. On peut être fils d'un roi et n'avoir que le titre d'un prince, n'est pas avoir en soi la culture royale ou l'autorité royale. Pourquoi? Parce que ces choses ne sont pas innées, on les inculque. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de recevoir Dr Silas Mimile Makambou. Il a écrit un merveilleux ouvrage, Bâtisseur de nations, émergence d'un leadership collectif. Pasteur, je reviens un peu avec... je préfère prendre cette casquette-là. Lorsque vous dites qu'il est important de noter qu'une nation ne se développe pas parce que Dieu est descendu sur son sol, mais parce qu'une élite consciente et active et prête à la sortir de la misère et à travailler pour la prospérité collective. Est-ce que là, vous êtes finalement en train de lancer un appel à tous les chrétiens qui pensent que tout doit venir du ciel, la manne tombe toujours? Malheureusement, ce qui nous caractérise, nous chrétiens congolais, on croit tellement en Dieu qu'on ne veut pas croire en ce en qui Dieu croit. Nous croyons en Dieu, mais Dieu croit aussi en nous en tant qu'humains, pour dire qu'il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Le développement d'une nation ne part pas de la multiplicité des églises ou encore de la longueur du moment de culte. Une nation se développe parce qu'elle met en exergue, en pratique, les lois prescrites dans la parole de Dieu, c'est-à-dire le travail. On n'a pas besoin de dire aujourd'hui que Dieu descende pour que notre nation prospère. Jamais Dieu n'a fait prospérer une nation. Dieu fait prospérer une nation par des hommes qu'il place dans cette nation, et ces hommes le font par l'observation de lois, c'est-à-dire avec ou sans église. Il y a des règles. Une fois qu'on les applique, on aura la prospérité au niveau de la nation. Mais si on ne fait pas fi de ces règles, si on se détourne de ces règles, on peut avoir autant d'églises, autant de pasteurs, madame, rien ne changera. Et ça, je le dis en tant que pasteur, je le dis en tant que penseur, je le dis en tant que scientifique, je le dis en tant qu'homme structuré. Dieu ne fait pas développer une nation. Même ce qu'on appelle la nation d'Israël aujourd'hui n'est pas ce qu'elle est simplement parce que c'est la nation de Moïse et Abraham et autres, mais c'est parce que cette nation a compris quels sont les ingrédients, quelle est la recette qui fera ce que la petite nation qu'on était d'hier pour devenir une des grandes nations aujourd'hui dans la sphère internationale. Donc si nous aussi on veut être puissante comme les autres nations, nous avons besoin de ne pas faire travailler Dieu, mais de travailler comme Dieu le veut que nous le fassions. Bon, partons de du dernier aspect que vous avez épinglé, travailler comme Dieu le veut. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que les enfants de Dieu, à un certain moment, au lieu de travailler en fonction de ce qui sont aussi des convictions profondes, les enfants de Dieu se cachent derrière des prophéties, derrière il faut que Daddy dise, il faut que tel pasteur prie d'abord pour moi avant d'agir. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'église du Congo est en train de souffrir de l'inaction? L'église est en train de souffrir de l'inaction, l'église propage les messages de l'inaction et la nation est devenue victime de ce message de l'inaction. On attend que Dieu fasse. Que Dieu fasse quoi, madame? Que Dieu fasse quoi? Dieu ne sera pas plus Dieu avec le Congo qu'il est avec le Soudan ou l'Éthiopie ou le Ghana. Dieu n'a pas un passeport congolais, madame.
Dieu n'est pas porteur d'une carte de lecteur congolais. Dieu ne va pas aller dans une urne pour voter. Le développement de la nation relève de la responsabilité de l'élite, les bâtisseurs des nations. Vous autres qui avez plus de lumière que vos parents, vous autres qui avez été à l'école, vous autres qui comprenez les choses mieux que les femmes maraîchères, vous autres qui parlez français parce que vous avez été à l'école, vous autres qui êtes épris de ce fardeau national, c'est à vous que revient la responsabilité de rebâtir ou encore de bâtir cette grande nation. Ce n'est pas par la prière. La prière a sa place. Mais lorsqu'il s'agit d'une nation, nous le disons par exemple dans cet ouvrage, que une nation ne se développe pas par des séries de repentances nationales. Une nation se développe par la qualité de son éducation. Et l'éducation, c'est le meilleur ingrédient qui fait à ce qu'une nation soit forte, respectable et respectée. Vous dites aussi, ne pas avoir la culture des affaires est un suicide pour une nation. Les multinationales sont devenues des acteurs majeurs dans les relations internationales. Est-ce pour dire qu'une nation, assujettie presque par la coopération avec les multinationales, souffre justement de ce manque d'indépendance pour entreprendre des choses qui vont réellement sortir sa nation de la pauvreté? En effet, madame, il n'y a aucune nation qui pourra survivre sans coopération. Même les plus grandes nations coopèrent avec les autres grandes nations, même avec les nations les plus faibles. Mais la question, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que vous apportez dans cette coopération? Et qu'est-ce que vous recevez des autres? Si vous apportez peu et que vous recevez beaucoup, c'est un suicide. Vous vous assujettissez vous-même. La Bible elle dit que la main qui donne domine celle qui reçoit. Vous comprenez? Ça, c'est un fait indéniable. De deux. Ici, nous sommes dans le 7e ou 8e chapitre, je crois, où nous parlons de créer un peuple marchand. Oui. Créer un peuple marchand, qu'est-ce que nous avons voulu dire ici? Inculquer aux Congolais la culture des affaires. Parce que, effectivement, madame, le Congolais n'a pas trop développé cette culture des affaires. Nous sommes forts quand il faut consommer, mais nous ne comprenons pas qu'on ne devient pas riche en achetant, on devient riche en vendant. Le Congolais doit aussi, à un moment donné, se poser la question, qu'est-ce que je vends à l'extérieur? Quand vous faites la ronde des grandes villes aujourd'hui dans le monde, vous trouverez qu'il y a des Congolais. Mais posez-vous la question, quel est le domaine dont les Congolais de l'étranger ont le monopole? Vous arrivez dans certaines villes, vous apprenez que ça, c'est le domaine des Éthiopiens, ça, c'est le domaine des Soudanais, ça, c'est le domaine... Partout ailleurs, partout ailleurs. Ça, c'est le domaine des Indiens. Ça, quel est le domaine, quel est le produit que les Congolais garde en monopole dans une certaine ville? C'est ce qui pose problème aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une ville où pour manger, pour s'habiller, pour se déplacer, il faut un Libanais, il faut un Indien. Est-ce qu'il y a aussi des villes dans le monde où nous, Congolais, imposons notre présence par notre pouvoir financier et économique? Donc, ici, l'interpellation, c'est d'insister pour que même dans notre système éducatif, que des cours tels que l'entrepreneuriat soient enseignés dès le bas âge. C'est parce que nous ne voulons pas vendre que nous regardons tous vers une même direction. C'est quoi la direction qui enrichit aujourd'hui? C'est la politique. Oui, justement, c'est bien que quand vous citez les hommes riches au Congo, vous allez vous rendre compte que 90% d'entre eux sont en politique, alors que sous d'autres cieux, les hommes riches ne sont pas en politique. Les hommes riches sont dans le domaine des affaires. Justement, parce que vous parlez de la politique, je préfère qu'on prenne encore cette autre citation. Placer le trésor divin dans le cœur de l'homme sans se soucier de ce qu'il y a dans sa tête, c'est comme verser de l'huile dans un vase fissuré. Vous voulez dire que aujourd'hui, même sur le plan politique, la personne qui a le pouvoir, si en réalité cette personne n'a rien dans la tête, cette personne n'était pas préparée, cette personne n'avait pas un leadership rassembleur, cette personne risque même de faillir et entraîner toute une génération avec elle. Pas seulement en politique, dans tous les domaines, madame. On dit, je l'ai dit, je crois dans cet ouvrage, pour être à la tête, il faut avoir une tête. Et pour être à la tête, il faut être une tête. Mais puisqu'on ne dirige pas, justement, c'est comme ça qu'il faut se préparer. Et le meilleur rouage de préparation, c'est l'école. J'insiste, l'école. Nous devons avoir une école qui se comporte comme une entreprise commerciale. Une école qui tient à sa réputation par la compétitivité que ses produits vont éprouver sur les marchés. Quand quelqu'un finit 5 ans d'université,
qu'est-ce qu'il devient? Déjà, vous avez un problème. L'employeur exige à nos étudiants 5 ans d'expérience. Les 5 années, c'est l'équivalent de ces 5 ans d'apprentissage. Le message est clair. Le message veut simplement dire que l'employeur pense que les 5 ans que l'étudiant a passé à l'université ne l'ont pas assez préparé pour avoir les postes qu'il sollicite. D'où la réponse serait de repenser notre système éducatif, de repenser notre programme pour dire que nous devons le rendre plus pragmatique, de manière à ce que celui qui sort de l'école, qui sort de l'université, soit à même d'exercer avec dextérité telle ou telle autre fonction. Cela est très important. Donc, il faudrait que nous puissions nous poser la question, qu'est-ce que nous avons dans notre tête? On ne donne pas une arme à quelqu'un sans savoir ce qu'il a dans sa tête. On ne donne pas de l'argent à quelqu'un sans savoir ce qu'il a dans sa tête. Vous pouvez acheter une voiture à votre enfant qui a 13 ans. Vous mettez la voiture en son nom. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez lui laisser le volant. Exactement. Donc, l'amour que vous avez pour vos enfants est une chose, mais aussi votre sens de responsabilité va vous empêcher de laisser l'enfant jouer avec une arme à feu. Pourquoi? Parce que si pour vous cette arme constitue un danger, pour l'enfant c'est un jouet. Or les conséquences sont les mêmes. Et pour celui qui considère l'arme comme étant un danger, et pour celui qui considère l'arme comme un jouet. Quand l'école est en bonne santé, l'avenir est balisé. Une école faible produit une nation fragile. Est-ce le cas pour la RDC, malgré la gratuité de l'enseignement de base? La gratuité, c'est déjà quelque chose qu'il faut féliciter. Il faut féliciter. C'est là prouve combien nos dirigeants pensent bien faire les choses pour aider les parents les plus démunis et surtout que chaque enfant congolais a droit à l'enseignement, comme le dit notre constitution. Mais le problème ici, c'est de se poser la question, quel est le contenu de l'école? Quel est le contenu? Je pose une question que je laisse d'ailleurs au lecteur de répondre. Madame, que voulons-nous? Une société pour l'école ou une école pour la société? Une école pour la société. Je vous laisse répondre. Je préfère. Voilà. Donc, il est important pour nous de repenser le contenu de notre école. Est-ce que notre école est cette industrie qui fabrique des diplômés ou bien qui fabrique des hommes structurés? Là où nous sommes aujourd'hui, c'est que notre société est aujourd'hui. Qui que l'on soit, pasteur, magistrat, avocat, journaliste, montre que notre école connaît de grandes défaillances. Il faut la repenser. Ne pas seulement repenser les programmes scolaires, mais repenser tous les systèmes éducatifs. Or, le système éducatif, lui, contrairement au programme scolaire, fait appel à beaucoup d'autres acteurs. Il y a vous, les médias, il y a les familles, il y a les églises, il y a la société tout entière. De telle enseigne que l'enfant congolais qui a passé 6 ans, 18 ans à l'école, lorsqu'il obtient son diplôme d'État, que l'on dise que cet enfant est tellement crédible qu'on peut lui donner telle ou telle autre tâche. Nous sommes sûrs qu'il va la réaliser comme il se faut, mais aussi que son comportement ne constituera pas un danger pour la quiétude sociale. J'ouvre une brèche parce que vous parlez de repenser l'éducation. Il y a plusieurs éducateurs qui estiment que aujourd'hui, il est même plus essentiel de ne plus penser à enseigner nécessairement en français et qu'il faudrait ouvrir totalement l'enseignement, que ce soit en 4 langues nationales. Cela permettrait d'abord aux élèves de mieux comprendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces personnes? En partie, je suis d'accord parce que déjà, nous avons un problème qui est l'intelligent. Qui est intelligent? C'est celui qui parle mieux français. Là, c'est ici en RDC. C'est déjà un abus. On ne peut pas considérer l'intelligence comme le fait de bien fignoler la langue française. Mais aussi parce que le monde se conjugue en international. On a besoin de communiquer avec les autres. Donc, on a besoin de bien parler français. Mais aussi pour recourir à parvenir à exhumer nos valeurs culturelles et même ancestrales, il n'est pas mal de pouvoir insérer les 4 langues. De manière à ce que l'on cesse de considérer illettré quelqu'un juste parce qu'il parle Tchoulouba ou juste parce qu'il ne parle qu'en Kikongo en Swahili.
ou en lingala. On peut comprendre qu'on peut avoir un savant qui ne parle pas français. On peut être en face d'un savant qui ne parle que le Tsholuba. On peut être en face d'un savant qui ne parle que le Congo. Donc, c'est pas mal que l'on recourt aussi à de telles réformes. Insérer nos 4 langues. Question de nous décomplexer. Il ne faudrait pas que nos enfants pensent que l'assimilation aux autres, c'est ça la preuve du savoir ou de l'intelligence. Exactement. Quand je parle comme les autres, quand je pense comme les autres, c'est alors que je suis intelligent. On est intelligent d'abord parce qu'on est à l'aise dans son identité et on s'assimile comme tel. Vous avez d'ailleurs écrit dans votre ouvrage, ce qui est populaire est rarement juste et ce qui est juste est rarement populaire. S'il vous plaît, là, à quoi vous pensez réellement? Oui, parce que nous aimons ce que tout le monde aime. Nous aimons naviguer dans le sens populiste. Nous n'aimons pas naviguer dans le contre-courant, dans le sens contraire du courant. Or, j'estime que pour des hommes qui se respectent, pour des hommes qui sont devenus matures, pour des hommes qui veulent à ce que les choses changent, à un moment donné, nous devons accepter de parler un langage contraire à ce que pense l'opinion. Pourquoi? Parce que ce qui est juste n'est pas toujours populaire. On peut prendre de bonnes décisions, mais qui souffrent d'une impopularité. Mais ces bonnes décisions doivent malgré tout être prises. Parce que si on doit faire tout ce que tout le monde veut faire, eh bien on sera tout le monde. Or, quand on est tout le monde, on est finalement personne. Oui, on n'est pas distingué, on n'est pas particulier. On est personne, parce que notre grandeur, c'est dans notre différence et non pas dans notre ressemblance. Vous dites aussi, la gloire s'éteint quand les nouvelles générations oublient le prix payé par les aînés. À quoi vous faites allusion? Une nation... par exemple, à l'héritage nous légué après l'indépendance? Pas seulement à ça, c'est un principe. La nation ne se construit pas en une année, en 2 ans. Chaque génération qui arrive doit améliorer l'œuvre de la génération passée. Mais pour que cette génération qui arrive aujourd'hui améliore ce que les aînés ont fait hier, c'est d'abord la responsabilité des aînés de préparer cette génération. Oui. Ainsi, nous disons qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Il faudrait que ceux qui sont aujourd'hui, qui sont à l'arène aujourd'hui, commencent à préparer ceux qui viendront les remplacer demain. Pourquoi? Pour que ceux qui arrivent demain ne viennent pas saper, ne viennent pas détruire avec une certaine légèreté les travail qui était le résultat de l'abnégation, des sacrifices énormes. D'où chaque génération a sa part à faire, mais la génération doit préparer sa relève, et la relève, une fois qu'elle arrive au pouvoir, une fois qu'elle arrive aux commandes, a le devoir d'améliorer, d'apporter la meilleure version de ce que les parents avaient fait. Ainsi, le développement ou le succès doit être transgénérationnel. C'est-à-dire, les générations d'aujourd'hui doivent faire mieux que la génération de ceux qui ont été à l'indépendance. Les générations qui viendront demain doivent amener les pays plus loin. Il n'est pas normal que l'on dise à l'époque de nos pères, à l'époque de nos pères. Lorsqu'on dit qu'à l'époque de nos pères, il y a 2 péchés qu'on relève dans cela. Premier péché, c'est que nos pères ne nous ont pas préparés. Nos pères n'ont pas cherché à conserver et à protéger le travail qu'ils ont abattu. Deuxième péché, c'est que nous aussi, nous ne sommes pas tellement si ambitieux pour chercher à amener la barre plus haut que nos pères l'ont placée. L'autre tare de notre société, c'est la corruption. Chaque jour, je peux même dire chaque mois, nous y avons droit. On attend que tel a détourné l'argent, des millions et des millions de dollars américains détournés par ceux qui sont censés bien gérer le trésor public. Et justement, vous y faites allusion, vous parlez de vaincre le démon de la corruption dans votre livre. Et je préfère prendre cette citation où vous dites « L'intégrité est la force morale d'une société parce qu'elle rapproche le peuple de ses dirigeants ». Oui. Pour vous, aujourd'hui, notre société manque d'intégrité? Oui, c'est pas moi qui l'ai dit. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le dire. Ça a toujours été ainsi, malheureusement. Pas seulement pour notre société, mais beaucoup d'autres sociétés africaines qui se caractérisent par la corruption. La corruption, c'est les symptômes de la paresse. Vous savez, on ne peut rien faire si on ne met pas hors de notre territoire cette mentalité de la corruption. Je l'ai même dit dans cet ouvrage. Oui. Malheureusement, madame, vous savez que c'est à l'école que nos enfants apprennent c'est quoi la corruption. C'est à l'école qu'on apprend aux enfants, à la veille des examens d'État, dites à vos parents de donner l'argent pour le suivi.
En fait, ce sont des choses qu'on a normalisées. On a tellement normalisé et chacun lui donne le nom qu'il veut. Juste question de se déculpabiliser. Mais on peut beau dire, rien de bon ne peut se faire dans un esprit de la corruption. La corruption, madame, maudit la société. La corruption nous diminue en tant qu'être humain. Les grandes nations qui ont réussi à s'élever aujourd'hui, à s'ériger en puissance, c'est aussi parce qu'ils ont considéré la corruption comme un ennemi à abattre. C'est vrai qu'on ne saura pas l'abattre totalement, mais il est quand même bon qu'à un certain degré, que nous puissions dire, à un certain moment, que nous puissions dire, ok, nous n'avons pas totalement éradiqué la corruption, mais néanmoins aujourd'hui, celui qui corrompt a honte même devant sa propre conscience, même si personne ne le surprend. Le point consacré à susciter des successeurs, sur ce point-là, vous dites, au lieu d'espérer que les politiciens prennent soin de nous, chacun d'entre nous devrait s'impliquer dans la recherche du bien-être collectif. Nous sommes dans un pays qui surcharge les hommes politiques. On attend trop d'eux. C'est pas juste. Est-ce que c'est pas normal? Ils sont pas de Dieu. Est-ce que c'est pas normal qu'il y ait des personnes qui mobilisent et reçoivent régulièrement nos impôts, collectent régulièrement nos impôts, prennent soin quand même de rendre notre société viable? Madame, c'est comme ça que dans cet ouvrage, nous parlons de l'émergence d'un leadership collectif. Je regarde ce que les politiciens font, mais je me pose aussi la question, moi à mon niveau, qu'est-ce que je fais pour rendre les choses meilleures? Mais s'ils ne font pas le minimum, si on ne doit pas avoir un cours, on ne doit pas être desservi correctement au courant électrique. Quand je fais les minimums, pas desservi en eau potable. Quand je fais les minimums à mon niveau, je leur exige leur maximum. Mais je ne peux pas commencer à faire ne fût-ce que les minimums et leur demander plus. Pourquoi? Vous savez, pour qu'une nation soit forte, il faut la participation de son élite de manière générale. Et l'élite n'est pas que politicienne. Nous avons l'élite religieuse, nous avons l'élite culturelle, nous avons l'élite universitaire, scientifique, nous avons l'élite même dans le domaine des médias que vous êtes, madame. Qu'est-ce que chacun fait? Vous savez, il y a certaines personnes qui ne sont pas directement dans l'arène politique, mais dont le comportement ou les actes peuvent avoir des incidences plus dévastatrices que ceux qui sont dans la politique. Le rôle de la politique, c'est de réguler, c'est de se rassurer qu'un climat de paix, de cohésion a été placé pour que chacun, avec son savoir, avec sa vocation, son talent, puisse donner à la nation, à la République, le meilleur que chacun de nous pourrait avoir ou aurait à donner. Et les politiques ne doivent pas être regardés comme de petits dieux. C'est comme ça que nous revenons souvent avec des phrases, tel est l'absolu Likambo, tel est l'absolu Likambo, tel est l'absolu Likambo. Nous le surchargeons. Il est grand temps que chacun dans son domaine donne le meilleur de soi-même. Vous savez, madame, les États-Unis ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui simplement parce qu'ils ont eu des présidents, des hommes politiques brillants. Roosevelt, Abraham Lincoln, ainsi de suite. Non, c'est aussi parce qu'ils ont eu des hommes d'affaires consciencieux. Henry Ford qui dit par exemple, ma vision, c'est que la moitié des Américains aient accès à un moyen de mobilité. Il créait la marque T de la Ford. C'est pas la politique. Vous comprenez? Mais dès l'instant où tout le monde regarde à la politique, eh bien, tout le monde va chercher à aller faire la politique. L'enseignant à l'université doit se poser la question, est-ce que ma manière d'enseigner, ce que je donne aux étudiants, contribue au développement de notre société? Mais certains ont des syllabus qu'ils ont utilisés pendant 20 ans. Mais justement, est-ce qu'il faut aussi que le gouvernement te dise, cher professeur, ton syllabus devient obsolète lorsqu'on considère la vitesse avec laquelle la science évolue aujourd'hui? Est-ce que c'est aussi... C'est-à-dire, nous avons à un moment donné besoin du bon sens. Nous n'avons pas toujours besoin de chicottes. Nous n'avons pas toujours besoin de lois qui viennent nous réguler, parce que la plus grande loi, c'est la loi intérieure, la loi de la conscience, après celle de Dieu. On va terminer avec cette dernière citation. En tout cas, pour nous, on ne peut pas tout finir. Vous allez acheter le livre Bâtisseurs de nations, émergence d'un leadership collectif de Dr Silas Mimile Makangou. Devenez le type de leader que les gens suivraient, même si vous n'aviez aucun titre ou position. Voilà, nous sommes dans une société où les gens se battent pour les titres et pour la position. Malheureusement. On peut amener les gens, on peut être un modèle, on peut influencer les choses sans forcément avoir un titre ou une quelconque position. Les exemples sont pléthores.
Je vous donne une illustration. Il y a quelques années, à l'époque du président Houphouët-Boigny, le musicien célèbre Alpha Blondy venait d'une tournée euro-américaine. Lorsqu'il débarque dans la ville d'Abidjan, il descend à l'aéroport, les jeunes gens sont venus l'accueillir. Alors, il était habillé en jean, et c'était un jean qu'on avait coupé, qu'on appelait ici à l'époque look à la folie. Je ne sais pas si vous avez connu cela. Je crois. Voilà. À l'époque, on appelait ça look à la folie. Quand les jeunes gens ont vu Alpha Blondy habillé de la sorte, au même instant, à l'aéroport, ils ont commencé eux aussi à couper leurs habits. Wow. Certains conseillers du président Houphouët-Boigny ont interpellé le président pour dire, mais président, voilà, tu es un collaborateur. Il dit, comment c'est un collaborateur? Il dit, oui, lui fera véhiculer le message mieux que toi. On a fait appel à Alpha Blondy, on lui a fait comprendre le niveau d'impact qu'il avait dans l'imaginaire de la jeunesse. Aujourd'hui, il y a des journalistes, il y a des artistes, il y a des musiciens qui peuvent être de véritables ambassadeurs du bon sens pour faire à ce que la jeunesse congolaise se désoriente de mauvaises aspirations pour regarder vers les droits chemins qui conduisent au développement. Et pour cela, on n'a pas forcément besoin d'être ministre. D'ailleurs, un véritable leader, c'est celui dont l'impact peut se faire ressentir quand il n'a pas de titre ou quand il n'a pas encore une position. Le Jésus que nous suivons aujourd'hui, il avait quel titre? Exactement. Vous comprenez? Il avait quel titre? Il n'avait aucun titre. Quelle était sa position? Il n'avait aucune position dans la société. Mais par son message, il a réussi à changer les choses. Madame, si on n'a pas réussi à penser une vision lorsqu'on est au rez-de-chaussée, c'est pas parce qu'on est au sommet de la montagne qu'on pourra faire quelque chose. C'est vrai que la position et le titre vous procurent un certain nombre d'éléments, un certain nombre de moyens et de ressources pour faire aboutir votre vision, mais je pense que le leadership n'est pas d'abord lié au titre ou à la position. Le leadership est avant tout une question de vision. C'est soit votre mot de la fin ou on va prendre... Non, je préfère que ça ne soit pas votre mot de la fin parce que je veux que vous-même puissiez vous adresser à vos futurs lecteurs. Parce que je sais que les gens doivent acheter vraiment ce livre. Ce livre est carrément un carrefour. Un carrefour entre plusieurs disciplines, un carrefour entre plusieurs secteurs de la vie nationale. C'est vrai qu'il faudra d'abord lire pour comprendre, mais vous, en tant qu'auteur de ce livre, de ce merveilleux plutôt ouvrage, si on doit acheter ce livre, on l'achèterait pourquoi? On l'achèterait parce qu'on veut que les choses aillent mieux. On l'achèterait parce qu'on croit qu'on a la responsabilité de préparer à nos enfants un avenir meilleur. On l'achèterait parce qu'on croit aussi que la plupart des choses qu'on a toujours faites n'ont pas donné les résultats escomptés. Donc, il faudrait un peu voir qu'est-ce que l'auteur, le docteur Silas, nous propose dans ses livres. On achèterait ces livres parce qu'on aime le Congo, on aime l'Afrique. On achèterait aussi ces livres parce qu'on compte l'offrir à quelqu'un pour qui on a de l'estime et de l'amour. On achèterait ces livres, on les lira, on les fera lire parce que on s'est dit, apprendre ce qui est écrit dans ces livres avec un langage très clair, pragmatique et simple, j'aurai une autre vision de la vie, une autre vision de la société, mais aussi je comprendrai qu'est-ce que la société attend de moi. Pourquoi pas moi aussi devenir membre de ce grand club de l'élite, membre de ce grand club qui constitue le leadership collectif. Bâtisseur de nations, vous pouvez également le devenir bâtisseur de nations, parce que ce livre vous permet de faire plusieurs autres choses. Pasteur Silas, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et merci surtout pour toutes les explications que nous avons eues de différentes citations. C'est moi qui vous remercie, madame. Fidèles téléspectateurs de l'émission Vie chrétienne, cette émission s'achève ici. Mais je veux quand même vous pousser à acheter ce livre, ce merveilleux livre, Bâtisseur de nations, émergence d'un leadership collectif. On peut juste appeler le numéro qui est là en bas pour réserver la place. Oui, voilà. Vous pouvez le dire. Donc, il y a un numéro qui est placé là au bas de votre petit écran. C'est le 081 511 98 55. J'espère que vous avez retenu. Donc, la sortie officielle de ce livre c'est déjà pour le 17 décembre prochain. Ce livre peut être acheté pour un ami, pour un frère, pour un père, pour une mère,
pour une grand-mère. En fait, c'est un merveilleux cadeau pour les Pour un festivités. époux Exactement, pour un époux aussi. C'est un merveilleux cadeau pour les festivités de fin d'année, parce que vous avez compris que tout passe par l'esprit. Si un esprit est bien nourri, si un cerveau est bien nourri, ce cerveau peut également contribuer à l'émergence de notre beau pays, la RDC, et aussi participer à l'émergence d'autres pays, parce que la patrie, c'est là où on vit, c'est là où on aime, c'est là où on ressent les choses, c'est là où on ressent dans nos tripes les choses, là où notre cœur est attaché. Fidèles téléspectateurs de l'émission Vie chrétienne, on se quitte ici. Bon dimanche chez vous et n'oubliez pas, achetez ce livre, Bâtisseur de Nations.